Pékin, une ville qui éblouit avec ses lumières dorées et sa gloire ancienne, promet la fortune à beaucoup. Mais profondément sous les rues bondées, un monde caché raconte une histoire différente. Dans des sous-sols étroits et sans fenêtres, des milliers de personnes font leur chez-soi, connues en silence sous le nom de tribu des rats. L'air au-dessus est épais de brouillard, tandis que l'air en dessous semble encore plus lourd de désespoir. Des fissures se creusent, des hôpitaux surchargés à un système silencieux mais puissant surveillant chaque mouvement des citoyens. Derrière le rideau de soie de la capitale chinoise se cache une réalité que peu d'étrangers osent voir. Oseriez-vous? Pékin, une ville couronnée d'histoire impériale et d'ambition moderne, cache plus qu'elle ne montre. Sous l'éclat des lanternes et les échos des temples anciens, plus de 22 millions de personnes se pressent dans chaque recoin. Beaucoup viennent de provinces éloignées, attirés par des rêves de fortune. Mais au lieu d'une opportunité en or, ils se retrouvent souvent enterrés, littéralement. Sous les rues animées de la ville, des milliers vivent dans des logements de fortune taillés dans des abris anti-aériens abandonnés, exigus et sombres, formant une ville souterraine, rarement mentionnée dans les médias. Ici, des familles partagent des chambres sans fenêtres, où l'odeur du béton humide et des feux de cuisine emplit l'air. Des études révèlent que ce n'est pas seulement de la pauvreté, c'est une pression silencieuse qui use l'esprit, une vie suffocante loin de la Pékin des touristes. Pékin peut se présenter comme une ville d'opportunités sans limite. Pourtant, sous les tours scintillantes et les avenues illuminées au néon, une histoire très différente se déroule. L'essor rapide de la ville l'a scindée en deux mondes. Au nord, des appartements de luxe, des écoles exclusives et des commodités modernes font partie de la vie quotidienne de l'élite de la ville. Mais si vous vous aventurez à l'est ou à l'ouest, l'histoire change. Là, loin des couvertures de magazines brillants, des communautés de travailleurs en difficulté vivent dans des quartiers surpeuplés, souvent à la limite de l'invisibilité. Parmi eux se trouvent des millions de migrants ruraux, les mêmes personnes qui construisent et soutiennent l'image moderne de Pékin. Ils réparent ses routes, construisent ses gratte-ciel et remplissent ses marchés, mais restent piégés par un ancien système, le hukou. Ce système d'enregistrement des ménages trace discrètement une ligne entre ceux qui appartiennent et ceux qui servent. Sans le bon hukou, beaucoup de ces travailleurs sont exclus des meilleures écoles, des hôpitaux et des avantages sociaux de la ville. Même après des années, parfois des décennies, de travail, il reste des étrangers dans la capitale qu'ils ont aidé à bâtir. La division ne concerne pas seulement la richesse, elle concerne la dignité, l'opportunité et le poids silencieux d'être exclu. Tandis que quelques privilégiés de Pékin profitent du confort et de la stabilité, des millions naviguent dans l'incertitude, sachant pertinemment que le travail acharné à lui seul ne pourra jamais combler le fossé. Des enquêtes récentes révèlent une tension croissante, alors que de plus en plus de citoyens chinois expriment leur inquiétude face à l'écart grandissant entre riches et pauvres. Et pourtant, la question demeure. Cette ancienne capitale peut-elle trouver un moyen de partager sa fortune équitablement, ou le fossé va-t-il se creuser, laissant des millions de travailleurs dans l'ombre? En explorant davantage, le tableau devient encore plus complexe, car ici, à Pékin, l'inégalité ne se mesure pas seulement à la richesse, mais à l'air même que les gens respirent. Avant de continuer, si vous appréciez des histoires comme celle-ci, celles que la plupart ne vous montreront pas, envisagez de cliquer sur la cloche et de vous abonner. Cela aide plus que vous ne le pensez. Et si vous le faites, je m'assurerai de continuer à dévoiler les côtés cachés du monde, juste pour vous. À Pékin, l'air est plus qu'un simple poids, il raconte une histoire que peu d'étrangers entendent jamais. Bien avant que le monde ne connaisse les confinements ou les mandats de masques, les gens ici se sont adaptés en silence, portant des masques au quotidien pour se protéger d'un brouillard qui se lève rarement. Ce n'est pas juste un mauvais temps, c'est le prix d'un accord silencieux entre progrès et sacrifice. Les usines alimentent la croissance du pays, mais leur fumée remplit chaque poumon. L'Organisation mondiale de la santé rapporte que l'air de Pékin dépasse régulièrement les niveaux de sécurité de plusieurs fois. Pourtant, le véritable coût ne se trouve pas seulement dans les statistiques, mais dans la souffrance silencieuse de son peuple. Les enfants toussent pendant leurs cours, les vieux hommes avancent lentement dans des cours cachés, leur souffle court, se remémorant une époque où le ciel était bleu.
Même les célèbres hutongs de Pékin, autrefois des ruelles vibrantes résonnant de rire, piègent maintenant l'air toxique comme des chambres scellées. Ce n'est pas seulement la santé qui souffre. L'économie elle-même saigne silencieusement. Des milliards sont perdus chaque année alors que des travailleurs s'effondrent sous le poids de la maladie. Des jardins anciens se fanent, autrefois fiers symboles d'harmonie, maintenant étouffés par la poussière. Les touristes, attirés par des histoires de la Chine impériale, repartent souvent avec plus que des souvenirs. Ils rapportent avec eux le goût de l'air pollué de Pékin. Les habitants endurent, s'ajustant en silence. Les jours de forte pollution, les personnes âgées et les enfants sont avertis de rester à l'intérieur. Pourtant, peu en parlent ouvertement, car ici, ce n'est pas seulement l'air qui est difficile à respirer, les mots aussi sont mesurés avec soin. À mesure que le brouillard s'épaissit, la pression invisible de rester silencieux se renforce. Qu'est-ce qui pèse le plus? L'air pollué ou la peur silencieuse qui persiste en dessous? À Pékin et à travers la Chine, le silence est souvent plus fort que les mots. Derrière les rues bondées et les panneaux lumineux, une règle silencieuse gouverne la vie quotidienne. Parler avec précaution ou pas du tout. Pendant des générations, des proverbes chinois ont averti « L'oiseau qui sort, la tête se fait tirer ». Aujourd'hui, cette vieille sagesse prend un nouveau sens. Même des mots privés, une plainte, une blague, une question, s'ils sont entendus, peuvent entraîner des conséquences indésirables. L'arrivée de la pandémie de Covid-19 a seulement approfondi cette peur silencieuse. L'accès à l'information est devenu limité et les rares voix qui ont essayé d'avertir les autres ont souvent disparu sans laisser de traces. Le grand pare-feu de la Chine est plus qu'une simple frontière numérique, c'est un filtre de la réalité. Non seulement des sites web, mais des idées entières disparaissent de la vue. Les discussions sur des sujets sensibles sont balayées comme des empreintes dans le sable, laissant derrière elles une version soigneusement élaborée de la vie. Ceux qui essaient de tirer le rideau, journalistes, écrivains ou même étudiants, risquent des accusations aussi vagues que propagation de rumeurs ou perturbation de l'harmonie. Cela crée une société où beaucoup ont appris, parfois à travers des leçons dures, que le silence est plus sûr que la vérité. Mais cette influence ne se limite pas aux villes et villages de la Chine. Elle s'étend au-delà de ses frontières. La loi sur la sécurité nationale de 2020 à Hong Kong était un signal clair. La dissidence n'a pas de refuge sûr. Même les étudiants chinois étudiant à l'étranger décrivent souvent la sensation désagréable d'être surveillés, faisant attention à ne pas parler trop librement, même dans des terres étrangères. Certains choisissent le silence non par loyauté mais par peur. Pendant ce temps, la voix de la Chine à l'étranger devient plus forte. Grâce à des partenariats dans les médias internationaux, les universités et même les échanges d'art et de culture, l'image de la Chine est soigneusement gérée, douce mais ferme, façonnant la manière dont le monde l'aperçoit. Pour ceux qui sont prêts à regarder de plus près, la question se pose. Dans un monde inondé d'informations, combien de ce que nous entendons est filtré? Et que se passe-t-il pour ceux qui essaient de parler au-delà du script approuvé? Peu de visiteurs à Pékin imaginent jamais qu'en dessous de ces rues bondées, de ces enseignes au néon et de ces portes anciennes, se cache une ville cachée, un labyrinthe de bunkers en béton et de tunnels étroits. Profondément sous terre, des dizaines de milliers de travailleurs et de jeunes rêveurs construisent leur vie en silence. Connus sous le nom de tribu des rats, ces résidents oubliés vivent dans de vieux abris anti-aériens de l'ère de la guerre froide, construits des décennies auparavant par peur d'une invasion étrangère, maintenant silencieusement réutilisés comme logements de fortune. Malgré les interdictions officielles et les avertissements de sécurité émis en 2010, beaucoup vivent encore ici, hors de vue et hors de l'esprit. Les estimations varient énormément. Certains parlent de 100 000, d'autres murmurent près d'1 million d'âmes appelant ces chambres humides et sans fenêtres chez elles. À l'intérieur, les pièces mesurent souvent moins de 10 mètres carrés. L'air est vicié, la lumière est rare et les murs suintent souvent de condensation. Pourtant, pour beaucoup, c'est la seule option qui leur reste dans une ville où les prix des appartements rivalisent avec ceux de Tokyo et de New York. La vie souterraine comporte des défis quotidiens.
Les résidents naviguent dans des couloirs étroits, bordés de tuyaux vieillissants, et partagent des cuisines et des salles de bain communes exiguës. Des lumières vacillantes projettent des ombres qui semblent raconter leurs propres histoires, celles de jeunes poursuivant des rêves incertains et de migrants ruraux qui ont échangé des cieux ouverts contre des murs souterrains, espérant envoyer de l'argent à des familles laissées derrière. Ce monde caché est plus qu'un simple symptôme de la crise du logement de Pékin. C'est un rappel des sacrifices faits derrière la façade lumineuse de la capitale chinoise. Pour la tribu des rats, la survie ne consiste pas seulement à joindre les deux bouts, mais à accepter une vie dans l'ombre, où peu osent regarder. Derrière les gratte-ciel de Pékin et les rues illuminées au néon, se cache un mur invisible, le système Hukou. Introduit en 1958, à une époque où la Chine cherchait à contrôler la migration interne, ce système divise encore aujourd'hui les citoyens en deux classes, urbaines et rurales. Ce n'est pas seulement un enregistrement, c'est une étiquette qui décide si vous appartenez ou restez un outsider. Pour ceux qui détiennent un hukou urbain, les portes des meilleurs hôpitaux de Pékin, des écoles d'élite et des avantages sociaux s'ouvrent. Mais pour des millions de migrants ruraux qui sont venus à la recherche des promesses de la ville, ces portes restent fermées. Même après des décennies de travail, d'élever des enfants et de payer des impôts à Pékin, beaucoup sont toujours officiellement liés à des villages lointains qu'ils ont quittés depuis longtemps. Leurs enfants se retrouvent souvent dans des écoles surpeuplées et sous-financées, tandis que les enfants de leurs voisins profitent de la meilleure éducation que l'argent et l'enregistrement peuvent acheter. Les hôpitaux facturent également plus pour ceux qui n'ont pas le bon hukou, rendant même les soins de base un pari financier. Les sociologues décrivent le hukou comme l'un des systèmes de ségrégation sociale les plus obstinés au monde. Les travailleurs ruraux ne sont pas seulement privés de commodités, ils sont privés de la dignité d'une opportunité égale. Plus de 290 millions de migrants, presque toute la population des États-Unis, vivent sous ces restrictions, façonnant leur vie à l'ombre d'une ville qui accueille leur travail mais pas leur famille. Certaines réformes ont adouci ces contours, mais à Pékin, la ligne entre les privilégiés et les oubliés reste nette. Pour beaucoup, le système hukou est plus qu'une paperasse, c'est une force silencieuse mais puissante qui maintient les rêves juste hors de portée. Et comme nous le verrons bientôt, ce n'est pas la seule barrière qui façonne la vie dans la capitale chinoise. Pour beaucoup qui arrivent à Pékin, attirés par son horizon scintillant et ses promesses de fortune, le véritable coût de la vie vient comme un choc silencieux. Le logement, avant tout, vide les poches plus vite que les rêves ne peuvent prendre racine. Un appartement modeste près du centre-ville demande facilement 500 à 1000 euros par mois, souvent plus si des commodités modernes ou de bons emplacements sont recherchés. Ceux qui n'ont pas de poche profonde sont poussés vers les périphéries, où des loyers moins chers s'accompagnent de trajets de plusieurs heures à travers des bus bondés et des métros surchargés. Mais la pression financière ne s'arrête pas à la porte d'entrée. Les soins de santé, surtout pour ceux qui espèrent éviter les longues files d'attente dans les hôpitaux publics, ont un prix élevé. Les cliniques privées offrent des soins plus rapides, mais à des tarifs que beaucoup peuvent à peine se permettre. Dans certains cas, même un traitement de base nécessite un paiement à l'avance, forçant les familles à peser chaque visite par rapport à leurs économies. Pour les travailleurs migrants et les jeunes nouveaux arrivants qui constituent une grande partie de la main-d'œuvre de Pékin, la vie quotidienne est un équilibre délicat, échangeant espace contre proximité, santé contre abordabilité et temps contre survie. Beaucoup se retrouvent à vivre dans des chambres exiguës, loin des célèbres avenues de la ville, où la seule récompense est la chance de rester à flot. Pourtant, peut-être le fardeau le plus cruel de tous est la quête de l'éducation. À Pékin, les parents subissent souvent des difficultés financières, coupant les coins où ils le peuvent, juste pour assurer un avenir meilleur à leurs enfants. Les bonnes écoles ne sont pas seulement difficiles d'accès, elles sont chères, et souvent réservées à ceux qui ont les bonnes connexions, ou, plus discrètement, le bon hukou. C'est la réalité non dite derrière les rues scintillantes de Pékin. Une ville où l'opportunité est réelle, mais vient toujours avec un prix. À Pékin, l'éducation est souvent considérée non seulement comme un chemin vers le succès, mais comme le seul espoir d'une famille de sortir de la précarité. Dès les premières lueurs de l'aube jusqu'à tard dans la nuit, des étudiants remplissent les salles de classe, les bibliothèques et les centres de tutorat.
se préparant pour un événement unique, le Gaokao, l'examen national d'entrée à l'université en Chine. Cet examen, durant plus de 9 heures implacables, est perçu par beaucoup comme un gardien du destin. Réussir, et des portes peuvent s'ouvrir vers les meilleures universités du pays et la promesse d'une vie meilleure. Échouer et le chemin se rétrécit brutalement. Mais cette quête a un coût élevé. Des enfants, certains à peine adolescents, portent le poids des attentes familiales, faisant souvent face à un stress chronique, à l'anxiété et, dans certains cas, à la dépression. Beaucoup d'étudiants dorment moins de 6 heures par nuit, échangeant le repos contre des sessions d'études nocturnes sous la faible lueur des lampes de bureau. Derrière chaque étudiant réussi, il y a des parents travaillant dur, sacrifiant confort et même santé pour se permettre des tuteurs privés, des cours de préparation aux examens et des matériaux d'études convoités. Pourtant, tous les enfants n'ont pas la même chance. Bien que Pékin abrite certaines des meilleures écoles de Chine, l'accès dépend souvent non pas du talent, mais de la richesse familiale ou de l'influence. Les enfants issus de familles immigrantes ou de quartiers à faible revenu se retrouvent fréquemment dans des écoles sous-financées avec des livres obsolètes et des enseignants débordés. Pour eux, le rêve d'une université prestigieuse peut sembler plus proche d'un mythe lointain. Même avec les subventions gouvernementales, l'éducation de qualité reste un luxe pour beaucoup. Les parents investissent chaque yuan qu'ils peuvent épargner dans l'éducation de leurs enfants, subissant souvent de longues heures de travail et des difficultés financières. Derrière l'horizon poli de Pékin se cache une histoire plus silencieuse, celle de familles étendues, d'enfants sous une pression immense et d'un système qui favorise trop souvent ceux qui se tiennent déjà sur un terrain plus élevé. Alors, la question persiste. Le prix du succès dans le système éducatif de Pékin est-il un chemin vers l'opportunité ou un fardeau trop lourd à porter? Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions ci-dessous. Sous l'horizon scintillant de Pékin, un autre monde prospère, invisible pour la plupart des visiteurs, mais connu de ceux qui vivent aux abords de la ville. Le célèbre marché de la soie peut sembler être un arrêt touristique chaotique mais inoffensif. Pourtant, derrière ces étals se cache un secret ouvert. Des biens contrefaits, des sacs à main de luxe, des montres, des appareils électroniques passent de main en main. Des affaires se concluent à voix basse. Les touristes repartent souvent en croyant avoir fait une bonne affaire, inconscients d'avoir pénétré l'un des centres de contrefaçon les plus sophistiqués au monde. La pression mondiale monte sur la Chine pour qu'elle sévisse, mais le commerce continue de couler, alimentant une économie cachée trop grande pour disparaître simplement. Plus profondément sous terre, sous les foules de touristes et les ruelles illuminées au néon, se trouve Dixiacheng, ou comme certains l'appellent, le donjon. Autrefois construit pendant la guerre froide comme un réseau de bunkers nucléaires, ces tunnels étaient destinés à protéger l'élite de Pékin d'un désastre. Aujourd'hui, ils abritent les oubliés de la ville, des milliers de travailleurs migrants qui appellent ces chambres exiguës et faiblement éclairées chez eux. En 2010, les responsables les ont déclarées illégales pour le logement, mais les règles se sont révélées incapables de rivaliser avec la pauvreté. Les tunnels restent peuplés, une ville cachée sous la ville, hors de vue et souvent hors de l'esprit. Pourtant, les ombres s'étendent encore plus loin. Ces dernières années, les marchés souterrains sont devenus des acteurs clés dans les opérations de contrebande, y compris le commerce illégal de technologies avancées. Des puces d'intelligence artificielle aux processeurs de pointe, des biens interdits passent les frontières à travers des réseaux impliquant des contrebandiers, des commerçants et parfois même des étudiants travaillant discrètement comme coursiers. Ces transactions cachées alimentent les ambitions technologiques à enjeux élevés de la Chine, soulevant des préoccupations mondiales concernant le commerce, la sécurité et ce qui se passe réellement derrière la façade polie de la ville. Mais les questions ne s'arrêtent pas là. Alors que cette métropole tentaculaire de plus de 21 millions de personnes s'étend, une autre crise invisible se prépare sous sa surface, mesurée non pas en biens contrefaits, mais en montagnes croissantes de déchets que peu remarquent jamais. Restez avec nous. Dans une ville de plus de 21 millions d'habitants, la question n'est pas seulement comment Pékin grandit, mais où vont tous ces déchets. Chaque jour, plus de 25 000 tonnes de déchets disparaissent discrètement de la vue, presque le double de la quantité produite il y a 2 décennies.
Pourtant, peu de résidents ou de visiteurs pensent jamais à où cela finit. Pendant des années, une grande partie a été enterrée. Les décharges, beaucoup maintenant débordantes, ont laissé derrière elles des sols empoisonnés, un air malodorant et des eaux souterraines polluées. Alors que l'espace venait à manquer, la ville s'est tournée vers une autre solution, l'incinération. Sur le papier, brûler les déchets réduit leur volume. En pratique, cela libère des dioxines et d'autres polluants toxiques dans l'air, suscitant des craintes parmi les communautés voisines. Des manifestations éclatent de temps à autre, mais s'estompent souvent, noyées par les exigences de l'expansion incessante de la ville. Pourtant, la pièce la plus négligée de ce puzzle n'est pas les machines ou les politiques, mais les gens. Aux abords des larges avenues de Pékin, une armée silencieuse de récupérateurs informels fouille les tas de déchets, jour et nuit. Beaucoup sont des migrants ruraux qui autrefois cultivaient des champs mais maintenant peinent à gagner leur vie parmi les ordures de la ville. Sans reconnaissance officielle ni protection, ils risquent maladies et blessures à chaque sac qu'ils ouvrent. Leur travail, bien que invisible pour la plupart, est vital, empêchant le système déjà tendu de s'effondrer. Même les efforts officiels pour organiser le chaos ont du mal. Malgré les campagnes incitant les résidents à trier correctement leurs déchets, des enquêtes révèlent que moins d'un tiers comprennent comment le faire. De nouvelles règles introduites en 2020 ont apporté un certain ordre, mais dans une ville aussi vaste, changer les habitudes est lent et inégal. Alors que Pékin continue de s'élever, la question se pose. Combien de temps une ville peut-elle cacher ses déchets et les vies qui y sont entremêlées sous sa surface brillante? À Pékin, chaque pas, chaque choix, chaque erreur laisse une trace. Le système de crédit social, souvent mal compris comme un simple score financier, va bien plus loin. Il surveille silencieusement le comportement quotidien, alimentant un vaste réseau de dossiers largement invisibles. Des amendes impayées aux commentaires en ligne du fait de traverser au feu rouge aux factures en retard, le système observe. Pourtant, ce qui le rend encore plus troublant, c'est son incohérence. Une petite infraction peut vous coûter des points dans une ville mais être ignorée complètement dans une autre, selon les interprétations locales. Mais la vraie question n'est pas seulement de savoir comment cela fonctionne, mais ce que cela décide. Qui définit ce qui est bon ou mauvais? Dans un pays où l'harmonie est souvent valorisée au-dessus de la confrontation, le système façonne plus que des opportunités financières. Il façonne la manière dont les gens parlent, agissent et même pensent. Les critiques se demandent discrètement si cet outil protège la société ou la discipline silencieusement. Dans les rues de Pékin, ce ne sont pas seulement des débats académiques, ce sont des préoccupations quotidiennes. Pour ceux qui luttent déjà, les migrants ruraux, les travailleurs informels ou ceux aux marges de la société, le risque est encore plus grand. Un mauvais dossier de crédit social peut limiter l'accès aux prêts, à des emplois décents ou même à un simple billet de train. Pour eux, le rêve de s'élever par le travail acharné devient encore plus difficile, alors que des points invisibles définissent discrètement quelles portes s'ouvriront ou resteront fermées. Et à mesure que le système devient plus complexe, ce n'est pas la seule chose qui pèse sur les habitants de Pékin. Au-delà des classements numériques, une autre lutte quotidienne continue. Le trafic étouffant de la ville, la pollution incessante et le coût silencieux qu'elle impose à la santé et à l'esprit. En fin de compte, pour beaucoup, le défi n'est pas seulement de gagner des points, mais d'endurer le coût de la vie moderne elle-même. Et les rues de Pékin pulsent comme des artères sous pression. Des voitures, des bus, des motos et des flots interminables de navetteurs serpentent à travers une ville qui, pour beaucoup, semble perpétuellement embouteillée. Le métro, bien que massif et efficace sur le papier, offre peu d'échappatoires. À l'heure de pointe, des quais bondés et des trains surchargés transforment un simple trajet en une bataille quotidienne pour l'espace, un test d'endurance silencieux que peu de touristes voient-ils jamais. Mais derrière le bruit et la frustration se cache un problème plus profond. Le véritable sang vital de l'économie de Pékin, sa croissance, son mouvement, son commerce, a un coût élevé. Le trafic n'est pas seulement gênant, il est toxique. Le célèbre brouillard de Pékin n'est pas seulement de la fumée d'usine ou du charbon brûlé en hiver, il est piégé, jour après jour, par la géographie en forme de bol de la ville,
avec des montagnes retenant l'air pollué comme un couvercle sur une casserole. Avec près de 6 millions de véhicules rampant dans ces rues, les embouteillages sont devenus une partie de la vie quotidienne. Les dégâts vont au-delà des poumons. Des études montrent qu'en moyenne, les travailleurs de Pékin perdent environ 160 € par mois, soit environ 12% de leurs revenus, en carburant, en retard et en dépenses connexes. Pour beaucoup, ce n'est pas juste une gêne, mais un autre drain silencieux sur un budget déjà tendu. Au fil des ans, la ville a tenté d'alléger le fardeau, en développant des lignes de métro, en limitant les immatriculations de voitures et en encourageant les transports publics. Mais le défi est monumental. Dans une capitale aussi vaste, où des millions comptent encore sur des véhicules privés pour gagner leur vie, le progrès semble souvent être comme essayer de vider une rivière avec un seau. Pour les habitants de Pékin, le coût de la modernisation ne se paie pas seulement en espèces, mais en temps, en santé et dans l'épuisement silencieux de naviguer dans une ville qui semble toujours un pas en avant, mais jamais tout à fait à portée de main. Pour toute sa taille et son pouvoir, Pékin fait face à un problème qu'aucun gratte-ciel ne peut cacher, une soif croissante. Sous les rues de la ville et ses murs anciens, le sol lui-même s'enfonce. Dans des quartiers comme Chaoyang, le terrain s'affaisse jusqu'à 11 cm par an, tordant discrètement les routes, fissurant les fondations et laissant les ingénieurs dans l'urgence. La cause ? Une surexploitation des eaux souterraines, la véritable bouée de sauvetage sur laquelle des millions ont appris à compter. Dans un pays où l'eau est longtemps considérée comme un symbole de vie et d'harmonie, cette crise frappe profondément. Pour maintenir Pékin en mouvement, le gouvernement a recours à une solution extraordinaire, le projet de déviation d'eau du sud vers le nord, le plus grand de son genre dans l'histoire humaine. S'étendant sur plus de 4000 km et coûtant plus de 60 milliards d'euros, il canalise l'eau des rivières fertiles du sud de la Chine vers le nord assoiffé. Pourtant, derrière son ampleur, se cache une inquiétude silencieuse. Même ce système monumental peut-il survivre à la demande industrielle croissante, au changement climatique imprévisible et aux lourds coûts qu'il impose aux communautés laissées en aval? Le problème ne concerne pas seulement la quantité, mais la qualité. Les déchets industriels et une mauvaise régulation ont laissé des rivières et des lacs pollués, souvent au-delà de tout espoir de réparation. Près de 40% des eaux de surface de la Chine sont considérées comme contaminées, et presque une personne sur 4 a du mal à accéder à de l'eau potable propre. Pour beaucoup à Pékin, ouvrir le robinet n'est plus une simple routine, c'est un calcul quotidien entre commodité et santé. Alors que la ville s'étend et que sa soif grandit, la question persiste comme une chaleur au-dessus de ses rues bondées. Pékin peut-elle sécuriser son avenir sans épuiser ses voisins et empoisonner ses propres puits? Bien avant de devenir une capitale mondiale, Pékin n'était qu'un petit établissement nommé Ji sur les plaines balayées par le vent du nord de la Chine. Pourtant, au cours de 3000 ans, elle a connu des ascensions, des chutes et des renaissances, toujours au cœur du pouvoir. C'est sous la dynastie Yuan, sous la volonté de faire de Kublai Khan, que cette modeste ville est devenue le trône de l'Empire. Commerçants, guerriers et érudits affluaient dans la ville, mais peu ont jamais vu ce qui se cachait derrière ses murs les plus importants. Au centre, la cité interdite s'élevait, une merveille architecturale nécessitant les mains de près de 100 000 artisans. Pendant des siècles, ce complexe palatial était fermé aux gens ordinaires. Seuls les empereurs, les concubines et les fonctionnaires de confiance parcouraient ces cours complexes. Les étrangers ne pouvaient qu'imaginer ce qui se passait au-delà des portes vermillon. Même aujourd'hui, les anciens de Pékin en parlent avec une révérence silencieuse, comme si ces pierres portaient encore les murmures des dynasties passées. Pékin a été témoin de rébellions, de révolutions et de réinventions. La révolution de Xinhai de 1911 a brisé 2 millénaires de règne impérial, mettant fin à la dynastie Qing et ouvrant une nouvelle ère turbulente. Pourtant, la ville ne s'est pas effondrée. Au lieu de cela, comme les dragons sculptés dans ces pierres anciennes, elle s'est adaptée. Les Ming, les Qing, la République et maintenant la République populaire, tous ont laissé leur empreinte, mais aucun n'a effacé l'essence de Pékin. Aujourd'hui, des tours de verre s'élèvent là où se trouvaient autrefois des tours de guet,
et des autoroutes serpentent là où des processions impériales marchaient autrefois. Pourtant, si vous vous promenez dans les vieux hutongs à l'aube, vous pourriez apercevoir des aînés pratiquant le tai chi ou des artisans restaurant des temples en déclin. Le passé n'est pas parti, il persiste. Mais au-delà des guides touristiques et des livres d'histoire, beaucoup se demandent: l'esprit du contrôle impérial résonne-t-il encore à travers les larges avenues et les ruelles cachées de Pékin? Après tout, une ville construite pour être surveillée par des empereurs a simplement changé celui qui fait la surveillance. Cher ami, si tu trouves la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'hésite pas à appuyer sur le bouton «J'aime» pour que je sache que ça te plaît. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y et fais-le maintenant, car je suis convaincu qu'il y a plein de choses passionnantes qui t'attendent. Ton soutien n'est pas juste un simple clic, c'est la motivation qui nous pousse à te proposer des histoires captivantes et des voyages fascinants venant des quatre coins du monde. En ce moment, sur ton écran, il y a une autre vidéo que je suis sûr que tu vas adorer. Clique dessus et continuons à explorer ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt pour notre prochaine aventure. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.